Bonjour à tous. On va commencer par une question du livre des esprits que vous voyez déjà affiché depuis quelque temps. Les esprits influent-ils sur nos pensées et sur nos actions? Et la spiritualité répond très clairement, sous ce rapport, leur influence est plus grande que vous ne croyez, car bien souvent, ce sont eux qui vous dirigent. C'est dérangeant, n'est-ce pas, comme idée? L'idée que on a avec nous des esprits, désolé, c'est un peu effrayant, des esprits qui imposeraient leurs pensées à nos pensées. Que les idées qu'on a dans la tête pourraient ne pas être les nôtres. Que les actions que l'on fait pourraient être commandées par d'autres. C'est très dérangeant comme idée. C'est très désagréable comme idée. Et aujourd'hui, on va parler de ça, ou plutôt d'une des réalités qui fait que cette image peut être quelque chose qui nous arrive. Désolé, je vous l'ai dit, c'est dérangeant. Aujourd'hui, je vais vous déranger. C'est un sujet pas facile. Je vais peut-être vous énerver, pour certains. Je vous préviens déjà. Ne vous inquiétez pas, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Vous avez le droit de ne pas m'écouter. Ce n'est pas grave. Donc je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Régis. Je travaille au Centre Spirit Césac de Bruxelles depuis une vingtaine d'années. J'ai eu l'occasion de travailler dans le milieu de la toxicomanie, donc dans le milieu de l'aide aux personnes dépendantes. J'ai eu l'occasion de travailler dans des groupes médiumniques où on a reçu des personnes dépendantes, désincarnées et incarnées. Et j'ai aussi, dans ma vie, eu à affronter beaucoup d'addictions. Et entre autres, grâce au spiritisme, aujourd'hui, je m'en suis relativement bien sorti. Et donc aujourd'hui, on va parler d'addiction. On va parler de drogue, cannabis, cocaïne, héroïne, etc., etc. Il y a une liste très longue. On va parler des drogues légales, tabac, alcool, mais aussi on va parler de toutes les choses qui, pour certaines personnes, peuvent représenter des dépendances, des addictions, qui peuvent être graves. Pour certains, c'est la nourriture. Pour d'autres, ça peut être le café, le chocolat, la médisance, le fait de dire du mal des autres, les jeux vidéo, etc. Le coca, effectivement. Il y a vraiment plein d'exemples parce qu'il y a plein de choses du quotidien qui peuvent devenir des addictions pour certaines personnes. Donc, deux choses importantes avant que je commence. Premièrement, c'est un sujet où il y a énormément de préjugés. Vous avez probablement des croyances sur ces différents produits, sur ces différentes réalités, des croyances qui exagèrent la dangerosité du produit ou qui la sous-estiment. C'est vraiment un milieu où il y a énormément de préjugés. Donc moi, je vais essayer d'être le plus objectif possible, d'utiliser les données disponibles avec les sciences, d'utiliser les données qui font consensus dans le milieu spirituel, c'est-à-dire les choses qu'on retrouve chez plein de médiums ou plein d'esprits qui ont décrit les situations de dépendance, et aussi l'avis des professionnels, des gens qui travaillent dans le secteur des dépendances. Deuxième chose, les dépendances, ce sont des histoires personnelles, c'est des histoires de vie. Et donc, pour pouvoir les expliquer, je vais devoir faire des généralités, mais il y a plein d'exceptions. On va commencer par un exemple assez simple. Je vous présente Francis. J'espère qu'il n'y a pas de Francis dans la salle, c'est pas dirigé à vous. On aurait pu prendre un autre nom, mais voilà, j'ai pris Francis, je me suis dit ça. Un nom un peu rare, mais bref. Je vous présente Francis. Francis a un problème d'alcool. Il a une addiction à l'alcool. Francis mène sa vie. Il n'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un de particulièrement méchant ou quoi. Il fait souffrir avec son problème. Il n'est pas bon non plus.
Et à un moment, suite à ces excès, Francis désincarne. Il décède. Et Francis se retrouve de l'autre côté, dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, il a une situation difficile. Il ressent le manque. Il ressent la volonté de boire. Vous allez me dire, c'est bizarre. L'alcool, c'est quelque chose de matériel. C'était son corps qui buvait l'alcool. Et pourtant, les dépendances ne sont pas des maladies du corps, mais de l'âme. D'ailleurs, les professionnels du milieu des dépendances, de la toxicomanie, il y a quelques années, il y a 20 ans à peu près, on entendait souvent parler, de dire « Ah, il y a des drogues qui ont une dépendance psychique, psychologique, et il y a des drogues qui ont une dépendance physique. » Les professionnels ont arrêté de dire ça, et ont demandé qu'on arrête de dire ça. Ils ont aussi demandé qu'on arrête de séparer les drogues douces des drogues dures. Ceux qui ont entendu parler des drogues il n'y a pas longtemps, on avait encore ces discours de dire il y a des drogues qui sont douces et des drogues qui sont dures. Pourquoi est-ce qu'on a demandé qu'on arrête ça ? Parce que les gens peuvent développer des dépendances graves, quel que soit le produit. On avait tendance à dire que le cannabis est une drogue dure, on peut développer des dépendances très graves au cannabis, des dépendances qui ruinent des vies, qui ruinent des familles, qui ruinent des existences et qui amènent au décès. C'est possible, et ça arrive. Et donc on s'est rendu compte qu'en séparant drogue de dépendance physique et dépendance psychique, ou drogue douce, drogue dure, ça banalisait certains produits et ça diminuait leur dangerosité réelle. Donc on a arrêté, même si on est conscient que des drogues comme le cannabis n'ont pas tout à fait le même effet et ne présentent pas tout à fait les mêmes risques que des drogues comme l'héroïne. Bref, on revient à Francis. Francis est en manque. Francis a envie de boire, profondément, douloureusement. Son envie est même encore pire que quand il était incarné. Quand on est incarné, on a un corps. Notre corps nous amène à plein de nécessités, à plein de choses. On doit dormir, on doit bouger, on doit manger, etc. Quand on est désincarné, il n'y a plus que les énergies, les émotions. Et la dépendance, c'est aussi très fort une émotion. Et Francis a un autre problème. Il ne peut pas aller au bar ou au supermarché pour commander de l'alcool. Voilà, il arrive au supermarché, il va attraper un pack de bière, sa main passe à travers. C'est très désagréable pour Francis. Très douloureux. Il désespère, il a mal, il souffre profondément. Et puis il traîne avec ses anciens amis. Et il se rend compte, tiens, bizarrement, que quand il accompagne ses anciens amis, il se sent mieux au bar. Il les accompagne au bar, il reste avec eux, et puis il se sent mieux, il sent moins ce manque. Il se rend compte qu'en fait, il y a une manière pour lui de consommer de l'alcool. Ce n'est plus en utilisant une bouteille d'alcool, mais en restant près d'une personne qui consomme de l'alcool. En prenant son énergie, parce que l'énergie, il peut la prendre, et qu'une personne alcoolisée va dégager une énergie avec ce produit. Francis se met à se servir de ses amis pour boire. Il devient ce qu'on appelle un esprit obsesseur. De nouveau, il n'est pas spécialement méchant, il a mal, il est en manque. Et il va pousser ses amis à boire, parce qu'il a envie de boire. Et que si un de ses amis se dit « Ah non, je vais arrêter de boire », il fait « Non, 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 s'il te plaît, arrête, continue de boire. C'est une bonne idée, bois, bois, bois. » Il va se servir des autres comme une ventouse psychique. Il va être près d'eux pour les faire boire. Et imaginez un peu le nombre, parce qu'on sait qu'il faut du temps pour passer d'une incarnation à l'autre. La spiritualité, elle décrit, il faut à peu près 3 siècles, en moyenne, c'est très variable, mais en moyenne entre une incarnation et une autre. Dans les situations problématiques, comme celle de Francis, ça peut être plus long. Imaginez un peu le nombre, de l'autre côté, d'esprits qui avaient des problèmes d'alcool, qui sont décédés et qui ont envie de boire. Sur 300 ans, 400 ans. C'est un peu, de nouveau, très dérangeant, mais il y en a beaucoup. Bien sûr, il y en a qui ont fait le choix de ne pas faire comme Francis. Ceux qui ont réussi à se battre, ceux qui avaient une douleur qu'ils savaient supporter, etc., ceux qui ont trouvé de l'aide. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et donc, de manière très économique, enfin même objective, la demande d'esprit pour l'alcool est plus grande que l'offre. Il y a beaucoup d'esprits qui aimeraient boire, et il n'y a pas assez de gens qui boivent, pour eux. Et donc, je vais un peu vous parler de l'élément suivant de la journée, qui va être un film. Dans ce film, vous aurez une scène de bar. J'ai pris un bar belge, on a tous été, moi j'y vais. Et vous verrez une scène dans ce bar. Je vous préviens déjà, cette scène est dérangeante. Et pourtant, c'est la réalité. L'ensemble des communications spirituelles qu'on a sur le sujet concordent toutes. Ils décrivent toutes les mêmes scènes. Il existe une compétition féroce, violente et parfois même organisée pour avoir un accès aux personnes qui boivent. Bien sûr, il y a différentes gravités. La personne qui boit de manière modérée n'aura pas près d'elle les mêmes esprits que quelqu'un comme Francis qui avait un vrai problème d'alcoolisme. Ça va être divers. Mais l'offre est plus petite que la demande. Et on a ça avec tous les types de consommation. Si vous prenez les différents livres spirites qui existent sur les drogues, des fois les esprits qui entourent les personnes dépendantes vont être décrits comme monstrueux, comme étant des esprits profondément malades et déformés, qui présentent des apparences terribles. Donc on va avoir des phénomènes d'obsession, c'est-à-dire d'esprits qui restent près de nous, avec une forme de sympathie ou d'autre, parce que les esprits vont plutôt préférer ceux qu'ils aiment bien. S'ils ne sont pas racistes, par exemple, ils ne vont pas aimer l'alcoolique raciste. S'ils aiment le foot, ils vont préférer l'alcoolique qui aime le foot. Et des choses comme ça. Mais donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'obsession dans les phénomènes de dépendance. C'est-à-dire des esprits qui sont collés près de nous pour pouvoir tirer de nous l'énergie qui contient le produit qu'ils recherchent. Et ils vont essayer de nous influencer, de nous manipuler. C'est pour ça qu'il y a cette première phrase que je vous ai présentée du livre des esprits qui disent « des fois, ils dirigent nos vies ». Parce que pour eux, la consommation du produit est très importante et donc ils vont essayer de nous dire « allez, viens, on va boire un verre. Allez, viens, on fume un petit joint. Allez, viens, peu importe de nouveau ce qu'on consomme, on trouvera des esprits qui ont ce besoin de l'autre côté. » Et il y a tout un mécanisme de mensonge, de demi-vérité, de persuasion pour essayer de nous faire consommer. Je vais vous dire une série de phrases, il y en a peut-être qui ne vont pas aimer, mais on va tous s'y reconnaître. Adolescent, il y a la phrase qui revient très vite, « Ah, si tu prends pas ça, t'es pas cool. » On l'a tous peut-être ressenti dans notre adolescence, avec des amis qui consommaient des trucs, et où on sentait « Ah, si je prends pas ça, je suis pas cool. » C'est un mensonge. C'est faux. « Ah, vas-y, ça va te faire du bien. » On a tous fait à la fin de la journée. « Ah, vas-y, ça va te faire du bien. Tu l'as bien mérité. » Un dernier verre. Allez, juste un dernier. Puis 4 heures plus tard, on est encore là. Le dernier, c'est devenu 2 derniers, 3 derniers, 4 derniers, 12 derniers. Ou bien quand on a arrêté, allez, juste une cigarette, juste une bouffée. Ça va pas être un problème, t'inquiète pas, c'est pas grave. Ça va te faire du bien. Allez, on ne vit qu'une fois. C'est très drôle pour les spirites de dire on ne vit qu'une fois. Et pourtant on le dit. Et une autre qui vient très souvent, quand on parle aux personnes qui ont des problèmes de dépendance, t'inquiète, je gère, je contrôle. En fait, les esprits, pendant très longtemps, vont essayer de maintenir chez nous l'idée que la dépendance n'est pas là, qu'on gère, qu'on n'a pas de problème. Ils vont essayer pendant très longtemps de maintenir l'illusion, dire non mais t'inquiète, tu gères, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus moyen de nier. Jusqu'à ce qu'un jour, un matin, un soir, on se rende compte, ok, j'ai un problème. Et là, l'esprit dit pas, t'inquiète, tu gères. Il dit,
Viens, on va boire un verre. Toutes ces phrases, on les a eues dans notre tête. On est convaincu, on a pensé que ça venait de nous. Et pourtant, la spiritualité nous dit, au début, sous ce rapport, leur influence est plus grande que ce que vous ne croyez. Et ce qui est important de savoir, c'est que quel que soit le produit qu'on utilise, même ceux que vous pensez être les plus graves, je prends par exemple l'héroïne, il n'y a aucun produit qui crée une dépendance immédiate. La dépendance, c'est progressif. C'est parfois même très, très progressif. Très lent. Il y en a qui disent « Ah, tu prends une fois de la coke, tu vas voler la télé de ta mère pour te procurer ta dose. » C'est faux. C'est vraiment faux. Déjà, il y en a beaucoup qui vont prendre la coke, qui ne vont jamais rien voler à personne. Et c'est important, c'est très important quand on parle de dépendance de dire la vérité. Pourquoi ? Parce que quand vous dites à quelqu'un, tu prends de la coke, tu vas devenir dépendant, tu vas voler ta mère, tu vas voler la télé de ta mère, des trucs comme ça. C'est pas une blague, ça arrive souvent, ça arrive très souvent. C'est pas un risque inexistant, c'est un risque réel. Mais quand vous dites, tu prends de la coke, tu vas tout de suite devenir accro, tu vas tout de suite voler la télé de ta mère, la personne va consommer le produit, le lendemain, elle va se réveiller, normal. Et elle va se dire, on m'a menti. Ce qu'on m'a dit n'était pas vrai. Et du coup, c'est très grave. Parce qu'on a plein de personnes qui se disent « Ah, mais tout ce qu'on m'a dit, c'est des bêtises. Tel produit, ça pose aucun problème. » Alors que la dépendance va devenir de manière très discrète, très progressive, et qu'il y aura une vraie obsession pour dire « T'inquiète, tu gères. T'inquiète, t'as pas de problème. » On va essayer de réfléchir un peu, qu'est-ce qui se passe en nous ? Pour passer d'un acte qu'on pensait être festif, pour certains, voilà, un rail de coke, un truc festif, à un acte aussi grave que de voler quelque chose aux personnes qu'on aime le plus dans sa vie. On va avoir deux aspects intéressants. Les aspects neurologiques, physiologiques, mais aussi les aspects psychologiques. Quand on utilise une consommation, de nouveau c'est très large, hein, ça peut être le chocolat, je parle de cocaïne, mais ça peut pour certains être le chocolat. On a le système de récompense du cerveau qui s'active. C'est à la base un système qui nous a aidés à survivre, qui, quand on fait quelque chose de bien au sens large, déclenche dans notre cerveau une série de neurotransmetteurs, d'hormones, qui nous font nous sentir bien. C'est notre cerveau qui nous dit « ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est bien. Je suis content. » C'est notre cerveau animal qui nous aide à survivre et qui nous guide dans nos choix. Sauf qu'avec la répétition d'une action qui enclenche le système de récompense, on va créer dans notre cerveau une autoroute. Pas une autoroute comme celle-là, une autoroute, un réseau neuronal. C'est-à-dire que c'est un chemin qui est très souvent parcouru par notre cerveau. Et au fur et à mesure, notre cerveau, qui est plastique, donc qui sait modifier sa construction, va s'adapter à ça. Et il va y avoir à l'intérieur de notre cerveau une véritable autoroute par rapport à une consommation. Puisqu'on répète l'acte, que notre cerveau nous dit « Ah, c'est cool, j'aime bien », il s'installe une véritable autoroute. C'est-à-dire qu'il y a plein de chemins dans notre cerveau qui amènent à ça. Plein de choses, plein d'éléments de la vie quotidienne, plein de difficultés. Le cerveau nous dit « Va sur l'autoroute, va boire, va prendre de la coke, va jouer aux jeux vidéo, etc. etc. » Pourquoi ? Parce que pour lui, ça marche. Il y a le problème, on prend le truc, tout va bien. Ok, autoroute. Et ce qui est fascinant, c'est même quand on arrête, notre cerveau a été transformé, et durablement transformé. C'est-à-dire que même quand on a arrêté depuis des années, on a toujours quelque part dans notre cerveau une autoroute abandonnée, qui est là. Et cette autoroute peut se réactiver. C'est-à-dire que si on écoute cette petite voix qui nous dit « Non mais t'inquiète, juste une cigarette, juste une bouffée,
il n'y aura pas de problème. On réouvre cette autoroute et le cerveau se remet à fonctionner comme ça et on peut très très vite, même après parfois 10 ans, 20 ans d'avoir arrêté, reprendre une dépendance qui était pour nous assez grave. C'est pour ça que les alcooliques anonymes ou les narcotiques anonymes, ils ont comme principe qu'on n'arrête jamais d'être alcoolique. Ils disent on est alcoolique abstinent. Ils commencent souvent les réunions en disant « Bonjour, je m'appelle Régis, je suis alcoolique, mais je ne bois plus depuis 15 ans. » Parce qu'ils savent que cette autoroute est toujours là et ils savent que le risque peut être encore vraiment présent. Et du coup, notre esprit, l'esprit qui voulait qu'on boive, de temps en temps, il va retenter sa chance. De temps en temps, il va repasser. Un petit coup de pression, un petit coup de difficulté, il va dire « Mais vas-y, c'est bon, t'es guéri, t'inquiète pas, il n'y aura pas de problème. » Et effectivement, au début, il n'y a pas de problème. On prend une bière, il n'y a pas de problème. On prend une deuxième bière, il n'y a pas de problème. Et puis en quelques semaines, on se retrouve à commencer à boire le matin comme avant. Deuxième élément de ce système de récompense et de cette flexibilité neuronale, ce sont les neurotransmetteurs. En fait, toutes les drogues et toutes les choses qu'on consomme qui créent des addictions fonctionnent avec globalement 4 neurotransmetteurs. Il y en a d'autres, c'est évidemment une simplification. On a la dopamine. La dopamine, c'est le système de récompense au plaisir dans notre cerveau, qui crée une euphorie, qui crée un bien-être, etc. On a les endorphines, qui sont des neurotransmetteurs qui nous apaisent, qui nous font nous sentir bien. On appelle ça l'hormone, le neurotransmetteur du bonheur. Bien sûr, c'est une simplification. On a aussi la sérotonine qui joue très fort sur notre humeur et les noradrénaline qui ont plein de rôles dans le corps. Ce n'est pas leur seul rôle, mais qui jouent sur le sentiment d'activité, d'être actif. En gros, en fait, on a quelque chose de bien, de stimulant qui nous arrive, surtout quand c'est produit par les efforts du corps. En fait, c'est le système du récompense du corps. Quand on fait beaucoup d'efforts, par exemple, on étudie pour un examen, on étudie, c'est dur, on pense qu'on ne va pas réussir, boum, on a la note 15 sur 20. Notre cerveau fait un véritable feu d'artifice. Il va libérer de manière un peu différente selon les situations ces neurotransmetteurs et on va se sentir super bien. On va se sentir soulagé. On va avoir tous nos problèmes qui disparaissent d'un coup, nos douleurs qui ne sont plus là, etc., etc. Et on va se sentir bien. Une euphorie, une paix, une sérénité, un bien-être. C'est un système normal du corps. Ça fonctionne au quotidien, dans notre quotidien. Et quand on utilise une drogue ou un système de dépendance, ça va hacker ce mécanisme. Ça va pervertir un peu ce système. Jusqu'au point où on peut arriver à un moment où on n'arrive pas à se sentir bien sans avoir cette décharge d'éléments liés à notre consommation. Par exemple, les jeux vidéo. Un jeu vidéo n'est pas une drogue, mais chez certaines personnes peut provoquer des addictions extrêmement graves, ou des addictions moyennes, ou des addictions légères. Quand on joue aux jeux vidéo, on joue à un jeu, etc. Et puis, il y a la fin du niveau, ou la fin de la partie. Et boum, on gagne des étoiles. On nous dit bravo, t'es super, t'as gagné. T'as réussi, t'as des étoiles, t'as des pièces d'or, des machins, des trucs comme ça. Et notre cerveau, ils sont comme quand il a gagné un examen. Il fait wouh, trop bien, petite décharge d'énergie. Pour une personne, entre guillemets, solide psychologiquement, c'est sympa, il a joué à un truc, il a gagné, il est content. Pour une personne plus fragile, ça va être différent. Par exemple, un adolescent. Je dis adolescent parce que c'est un type de dépendance qui touche plus les jeunes, mais ça peut être très large. Un adolescent qui souffre dans la vie. Un adolescent qui n'arrive pas à réussir à l'école. Il a beau essayer, 8 sur 20. Un adolescent qui a du mal dans sa vie sociale, qui n'arrive pas à se faire des amis, on se moque de lui et des choses comme ça. Eh bien, le jeu et ce système de récompense, ça peut être la solution à son problème. Dans le jeu, il réussit. Dans le jeu, il s'entend bien avec des gens, il a du succès social. Dans le jeu, il se sent bien. Dans le jeu, il arrive à s'échapper de ses difficultés. Et peu à peu, la dépendance s'installe.
J'avais parlé récemment avec une personne qui traite les dépendances aux jeux vidéo, particulièrement chez les enfants et les adolescents. Et moi, mon avis, c'était de lui dire, le jeu vidéo, c'est addictif. C'est quelque chose qui utilise ce système de récompense et ça rend accro. Elle disait non. Bon, elle s'y connaissait mieux que moi, hein, c'était beaucoup plus son métier que le mien. Elle disait non. Chez tous les gens qui développent des addictions aux jeux vidéo, chez tous les enfants, il faut aller chercher ce qui ne va pas. Est-ce que l'enfant a des problèmes à l'école? Est-ce que l'enfant a des problèmes dans sa famille? Est-ce qu'il a un trouble? Est-ce qu'il est hyperactif, dyslexique? Est-ce qu'il fait une dépression? Des choses comme ça. Et elle dit, mon travail, c'est surtout d'aller chercher la difficulté qu'il y a dans la vie de l'enfant. On règle cette difficulté, et avec relativement peu d'efforts, la dépendance se résout. Et donc, en général, une personne saine d'esprit ne va pas avoir des comportements d'autodestruction. Parce que quand on y réfléchit, beaucoup des mots liés à la consommation, ce sont des mots terribles. On parle de se défoncer, d'être déchiré, d'être bourré, fracassé. C'est des mots terribles. On parle vraiment de se détruire. En gros, on ne se fait pas du mal à ce point si dans notre vie, il n'y a pas de souci. C'est une généralisation, il peut y avoir des exceptions. Mais on ne développe que très rarement des dépendances s'il n'y a pas de problème ou de raison derrière. L'idée, c'est de chercher un anesthésiant. On est face à une anxiété, une préoccupation, un problème souvent qu'on n'arrive pas à résoudre, où on se sent complètement impuissant. Cet ado, il essaye d'avoir des bons points, 8 sur 20. Il fait de son mieux, 8 sur 20. Complètement impuissant. On a envie de fuir ce problème, on a envie d'être anesthésié, de se cacher sous une couverture et de plus jamais ressortir. On a envie de ne plus avoir le problème, de perdre la lucidité, voire carrément de détruire le problème. Et qui est la cause du problème? C'est le sentiment, c'est la conscience, et on a envie que ça disparaisse. On a envie de prendre une pilule et hop, plus de sentiments, plus de souffrance. Le problème, c'est que ce mécanisme, qu'on est beaucoup à utiliser, va créer un cercle vicieux. On a un problème. Et de nouveau, c'est large, on ne parle pas que de cocaïne, d'héroïne, de trucs comme ça. Essayons chacun de réfléchir dans nos vies, c'est quoi nos dépendances? On a un problème. On essaye de le fuir, de l'anesthésier. Par exemple, ça ne va pas trop dans notre couple. Notre conjoint nous énerve. Quelques verres, ça va mieux. Tout va mieux. Sauf que, quand on fait ça, on ne s'occupe pas du problème. On ne fait rien pour améliorer notre situation de couple. Du coup, le problème empire. Il ne s'améliore pas. On a moins d'énergie pour le gérer. Quand on laisse un truc comme ça de côté et qui s'empire, on a de moins en moins envie de l'approcher et de le voir. D'autres problèmes apparaissent. La dépendance, par exemple, ou d'autres choses. Du coup, on a encore plus de problèmes. Du coup, on a encore plus besoin ou envie de fuir. Du coup, on s'occupe encore moins de nos problèmes. Et peu à peu, les choses s'empirent, s'empirent et s'empirent. Et on finit par avoir une béquille, en fait. Sauf qu'on a rendu de plus en plus cette béquille nécessaire, au point qu'on n'arrive même plus à marcher. Parce que toutes les situations de dépendance, de drogue, vont être des formes d'automédication. En fait, on cherche une solution, un médicament à notre souffrance. Sauf que on n'a pas fort choisi le bon médicament. Parce que toutes les drogues, dans leur immense majorité, sont d'excellents médicaments. Vous prenez l'opium. L'opium, c'est un truc qui vient des pavots. Genre, c'est une plante de la famille des coquelicots. C'est utilisé dans des dizaines de médicaments. C'est parmi les meilleurs anesthésiants qu'on ait au monde. Le cannabis est très fort utilisé pour le soin des cancers et de différents symptômes des cancers, notamment la perte d'appétit, etc. L'alcool est excellent pour la santé dans des doses minimes. C'est aussi un bon désinfectant. Les amphétamines, particulièrement la méthylphénidate, est un médicament utilisé avec énormément de succès pour traiter l'hyperactivité,
qui est un trouble cérébral qui fait souffrir beaucoup de gens. Sauf que le médecin, quand il utilise une molécule, un élément d'une drogue, il va toujours choisir l'élément qui a le moins d'effets secondaires. Il va toujours, chaque fois qu'il donne un médicament avec un effet secondaire, il est toujours là. Est-ce que c'est vraiment le truc qu'il faut donner? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Nous, on va faire exactement le contraire. On va choisir le truc qui a le plus d'effets secondaires. Mais en gros, il y a un problème derrière. Et du coup, si on a envie de dépasser une addiction, on doit aller chercher au niveau des solutions. Si vous vous posez la question, tiens, vous vous dites, non, mais je gère. Je bois beaucoup, mes proches me disent que je bois beaucoup, ou que je fais tel truc, ou peu importe quoi. Mais je gère. Vous avez envie de savoir si vous avez un problème, c'est simple. Essayez d'arrêter quelques semaines, de préférence dans votre vie quotidienne. Parce que beaucoup de gens font ça pendant les vacances, mais pendant les vacances, on a beaucoup moins de problèmes. Essayez de faire ça dans votre vie quotidienne et voyez, tout simplement, est-ce que vous y arrivez? Est-ce que vous ressentez une volonté très forte de faire la chose que vous avez l'habitude, de consommer le produit dont vous avez l'habitude? Est-ce que vous avez l'impression que votre vie devient un enfer? C'est un bon essai. Puis demandez-vous, est-ce que vous voulez arrêter? Ça, c'est une étape essentielle et importante. On ne sait pas arrêter pour les autres. On ne sait pas arrêter pour son mari, on ne sait pas arrêter pour ses enfants, on ne sait pas arrêter pour ses parents, pour ses amis. Il n'y a qu'une seule personne qui peut arrêter, c'est la personne dépendante. Et pour arrêter, elle doit le vouloir. Alors il faut faire attention parce que quand on est dépendant, la volonté est en quelque sorte un peu malade. On veut, mais on veut aussi continuer à consommer. C'est vraiment une volonté un peu ambivalente. Il y a des moments où on veut moins, etc. Donc il ne faut pas non plus se focaliser trop là-dessus, mais se demander si on a sincèrement la volonté d'arrêter. Ensuite, on va essayer de se dire, c'est quoi le problème? Quel est le problème que j'ai derrière mon addiction? Qu'est-ce que j'essaye de fuir? Et des fois, ça peut être très dur à trouver. Quand ça fait 15 ans qu'on utilise un produit, on ne sait plus c'est quoi le problème. Et c'est en arrêtant qu'on va le prendre en pleine face. Et des fois, on va prendre 10, 15 problèmes en pleine face. On va commencer à les résoudre, commencer à essayer de travailler dessus. On va rééchouer. C'est là l'image de la petite fille qui tombe. Quand on a des dépendances, c'est extrêmement rare qu'on arrive à arrêter du premier coup. On essaye, on échoue, on réessaye, on rééchoue, on réessaye, on rééchoue. On réussit pendant 10 ans, puis on rechute. Désolé, c'est un peu déprimant, mais c'est la réalité. Ça demande beaucoup d'essais, erreurs et d'apprentissage de chacune de nos erreurs. On doit aussi apprendre à prendre soin de soi, de tous les aspects de nous-mêmes, du corps, de nos émotions. Beaucoup des gens qui développent des addictions, c'est ceux qui nient leurs émotions. Pourquoi? Parce que quand ils étaient enfants, ils ont vécu des trucs comme... Je ne sais pas si vous avez vu un enfant avec un ballon, des ballons avec de l'hélium qui volent. Évidemment, il lâche le ballon se barre. L'enfant est dévasté. C'était waouh! Non! Cette émotion, c'est une émotion d'enfant. Nous, on se dit, bah, c'est un ballon, laisse tomber. Mais pour l'enfant, c'est le désespoir. C'est grave. Sauf que les adultes autour le disent, ils leur disent, non, mais c'est bon, laisse tomber, on s'en fout. C'est un ballon. Tes émotions ne sont pas importantes. Et on grandit comme ça avec l'idée que nos émotions ne sont pas importantes. Et du coup, au lieu de les gérer, au lieu de les accepter, on va essayer de les masquer. C'est-à-dire, non, c'est pas important, regarde, bois un verre, tu sens plus rien, c'est bon, nickel, tout va bien. Important de prendre soin de ses émotions, mais aussi de l'aspect spirituel. On a vu, il y a des esprits autour de nous qui veulent nous essayer de nous faire consommer. Donc, les traitements par les passes vont aider à aider ça, les traitements qu'on retrouve dans les centres spirites, mais aussi au bon moment, les traitements de désobsession. On va là parler, on va aller essayer de traiter l'esprit qui est près de nous. Pourquoi je dis au bon moment? Parce que si c'est au moment où on continue à boire, il y a une file. Je suis désolé. Il y a vraiment une file. Si on en enlève un, il y en a 10 derrière qui sont très chauds. Ils sont là, oh, cool, une place de libre. Je prends. Donc il faut que cette désobsession soit faite au bon moment. Ne pas vouloir en faire trop, ça c'est essentiel. Pour réussir à arrêter, il faut que la vie soit motivante, intéressante. Si on enlève tous nos plaisirs de la vie d'un coup, et qu'on a l'impression de devenir un moine et de déprimer complètement, on va retomber. Il faut pouvoir avoir une vie intéressante, passionnante,
et prévoir les changements sociaux et les changements de centre d'intérêt. Si notre vie, c'était toute la journée au bar ou toute la journée chez un pote à fumer des joints, ça va plus être pareil quand on fume plus des joints. Il faut peut-être prévoir un autre groupe d'amis, peu à peu, faire une transition douce pour pouvoir gérer ce changement. Sinon, on déprime, on est tout seul chez soi, on est là, purée, ma vie c'est pourri. Et l'esprit est là, c'était mieux quand t'étais avec l'autre, là, à fumer des joints, ta vie était plus chouette. Regarde, ta vie, elle est pourrie maintenant, recommence. Et puis avoir conscience de ces fragilités. Ça va être un point essentiel. Les personnes qui sont le plus en danger d'addiction, c'est ceux qui, comme vous et moi, disent « Non, mais moi, je suis fort. Moi, je pleure pas. Moi, je gère. » Plus on se croit fort au niveau des addictions, plus on est en danger. Et plus on est conscient de ces fragilités, de ces limites, de ce qui peut être dangereux pour nous, plus, en fait, en réalité, on est fort face à ces difficultés. Finalement, face à ces comportements, il y a 2 conseils essentiels que vous avez déjà entendus beaucoup et qui peuvent résoudre beaucoup de choses. Jésus a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est-à-dire, il a dit 2 choses. Aime ton prochain, aime-toi toi-même. Veille sur toi, veille sur tes émotions, prends soin de toi. On a le droit de prendre soin de soi. On a le devoir de prendre soin de soi. On mérite chacun d'être bien. Et comme l'ont dit les esprits à Kardec, connais-toi toi-même. Connaissez vos problèmes, vos difficultés, vos défis, pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on a envie de fuir et comment les affronter de manière plus saine.